Il fouille les champs de bataille de la Grande Guerre pour aider à mieux comprendre ce conflit. Rendez-vous dans quelques instants pour une édition spéciale de La Voix est libre avec les archéologues qui exhument une histoire à fleur de terre. Bonjour à toutes et à tous. La Voix est libre prend aujourd'hui ses quartiers à Vauquois. Il y a 100 ans, ce terrain était un village de 168 habitants. Site hautement stratégique, cette butte située à 290 mètres d'altitude a fait l'objet de combats incessants entre 1914 et 1918. La guerre menée ici consistait à creuser des galeries, à y placer des explosifs sous les lignes adverses pour les détruire. Une guerre des mines qui a transformé la commune en paysage lunaire et qui est en fait aujourd'hui une sorte de Pompéi de la Grande Guerre. Nous vous proposons de découvrir ce site en compagnie d'invités qui vont nous aider à comprendre ce qu'apporte l'archéologie à la compréhension de la Première Guerre mondiale. Le premier d'entre eux fait partie des Amis de Vauquois, une association qui réhabilite ce site pour le faire connaître et raconter cet épisode de la guerre. Guillaume, vous êtes considéré comme l'archéologue de cette association des Amis de Vauquois. Est-ce que justement ici, à Vauquois, on peut vraiment parler de sites archéologiques de la Grande Guerre? Oui, tout à fait. Nous pouvons parler de sites archéologiques puisque nous découvrons ici lors de nos travaux aussi bien des vestiges antiques que des vestiges contemporains datant du premier conflit mondial. Donc, lors des dégagements que nous réalisons de nos travaux, nous découvrons principalement bien sûr des vestiges liés à 14-18, mais aussi des vestiges liés à l'occupation du site par les habitants, notamment lorsque nous dégageons des anciennes caves de maisons du village, nous découvrons du mobilier civil datant d'avant-guerre. Donc, parmi ce mobilier, nous découvrons des bouteilles de vin, nous découvrons tous les petits vestiges que les habitants utilisaient avant-guerre. Le vestige le principal qui m'a le plus marqué ici à Vauquois lorsque nous avons fait nos fouilles, ça a été la découverte du corps d'un chat dans la cave d'une maison de village. En fait. La bête s'était réfugiée dans la maison lors des bombardements et a été tuée par l'effondrement de la maison. Ici, on a 2 degrés finalement d'intervention, la surface, le sous-sol. En quoi consistent vos travaux déjà ici sur ce site ? Nos travaux sur le site consistent déjà à mettre en valeur toute la partie surface de la butte pour permettre aux gens de venir visiter la partie extérieure, mais aussi tout ce qui est intérieur, le dégagement des galeries, donc la désobstruction des entrées pour permettre à nos groupes de visite de pouvoir accéder au réseau souterrain. Quand vous intervenez, alors en surface par exemple, il y a eu des travaux il y a pas très longtemps, ça peut arriver que vous fassiez justement des découvertes particulières liées justement à la présence, parce que là ici on est côté allemand, vous avez fait des découvertes liées à ça? Oui, en 2008, lors des travaux de dégagement d'un poste de tir de mortier, nous avons découvert une fosse commune dans laquelle nous avons exhumé 35 corps de combattants allemands. Donc ces combattants avaient été tués lors des combats de février 1915 à mars 1915 et avaient été inhumés par les Allemands sur la butte de Vauquois. Alors que du côté français, les corps étaient récupérés pour être exhumés à l'arrière de la butte, à 1,5 km dans 3 fosses communes. Ça arrive encore, ça justement, de trouver comme ça des corps de combattants sur le site, que ce soit d'ailleurs en surface ou en dessous? Régulièrement, oui, nous exhumons des corps de combattants, mais ça devient de plus en plus rare puisque le champ de bataille ici était très réduit. Et juste après le combat, en fait, le champ a été nettoyé. En tout cas, votre intervention, elle se fait aussi dans les sous-sols, parce que c'est une des grandes spécificités de ce site de Vauquois, ces galeries, c'est une sorte de termitière quelque part qui est en dessous. Là aussi, est-ce qu'il y a des découvertes particulières dans certaines galeries que vous pouvez faire de temps en temps? Oui, Vauquois compte 14 km de galeries, donc bien sûr, aujourd'hui, il n'y en a que 2 km exploités. Donc chaque découverte de nouvelles galeries est l'occasion aussi de découverte de vestiges. La dernière galerie en date, nous avons découvert des ventilateurs, des pompes, tout le matériel nécessaire en fait à la conduite de la guerre des mines ici sur le site. Donc c'est un matériel spécifique que nous exposons ici dans notre musée qui est dédié à la guerre des mines. Il y a encore des galeries qui sont éboulées en dessous, sur lesquelles vous allez devoir intervenir prochainement? Nous estimons à peu près, oui, encore 4 km de galeries à découvrir ici sur le site de Vauquois. Et toute la partie forêt d'Argonne aussi, où il existe encore tout un réseau inexploité par les archéologues et les chercheurs. C'est un site vraiment à part, qui n'est pas forcément connu d'ailleurs. Vous diriez que d'un point de vue pédagogique, c'est un site intéressant. On y apprend vraiment des choses sur la Grande Guerre ici? Oui, tout à fait. On y apprend aussi bien toute la partie de surface, tous les combats d'infanterie, que la partie plus technique de la guerre des mines. Vauquois est un site unique au monde, puisque c'est le seul endroit en fait, où un village a disparu par l'action des mines. Merci beaucoup Guillaume. Le lien entre archéologie et Grande Guerre ne date pas d'aujourd'hui. Dès 1914, les archéologues se sont retrouvés en première ligne, un épisode peu connu de l'histoire que nous vous proposons de découvrir.
Il s'appelait Johann Baptist Koine. Nommé à la direction du musée de Metz en 1896, il en a enrichi les collections pendant plus de 20 ans. La ville annexée et ses alentours connaissent alors de nombreux travaux d'aménagement qui donnent lieu à des découvertes de vestiges anciens. Le musée devient une référence en matière d'archéologie et lorsque survient la guerre en 1914, le conservateur se voit confier une mission. Le gouverneur militaire de Metz, qui est un Allemand, va lui confier le soin de travailler à la protection des œuvres d'art et de la culture qui est mise en péril, qui est grandement menacée par les bombardements. En janvier 1915, Koine et ses équipes interviennent ainsi à Hattonchâtel pour sauver le retable de la collégiale. L'édifice a été touché par les combats de 1914. L'œuvre, attribuée au célèbre sculpteur de la Renaissance Ligier Richier, est démontée et transportée à Metz. Une opération soigneusement photographiée. Pour documenter sa mission, Koine constitue un fond de près de 1000 clichés sur plaques de verre, autant de traces de bâtiments détruits par les combats. Des témoignages aussi de son travail d'archéologue. Les travaux effectués pendant la guerre pour creuser des tranchées ou réaliser des ouvrages bétonnés ont en effet conduit à la découverte fortuite de vestiges anciens comme des tombes mérovingiennes ou cette stèle dédiée à Hercule. De manière un peu provocatrice, je dirais que les Allemands sont les sauveteurs d'un certain nombre d'œuvres d'art. Vous avez devant vous donc effectivement un hôtel gallo-romain, mais les Allemands ont sauvé un certain nombre d'œuvres sculpturales. Des peintures ont aussi été mises à l'abri des combats, ainsi que des manuscrits anciens comme ceux de la bibliothèque de Saint-Mihiel. À la fin de la guerre, Koine fut accusé d'avoir volé des œuvres d'art en les ayant déplacées en territoire germanique, alors que ce patrimoine lorrain a souvent pu retrouver son emplacement d'origine grâce à cette action de sauvegarde. La Grande Guerre a généré des découvertes archéologiques. La Grande Guerre a fait prendre conscience de l'impérieuse nécessité de protéger le patrimoine et aujourd'hui, les vestiges de la Grande Guerre deviennent des éléments patrimoniaux et il est important de les préserver pour que la mémoire de ce conflit perdure pour les générations futures. Nous restons côté allemand dans cette tranchée de Vauquois où je pars à la rencontre d'un archéologue et anthropologue qui depuis plus de 20 ans participe justement à la sauvegarde de ce patrimoine né dans la boue des tranchées. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. L'archéologie de la Grande Guerre, on sent que c'est une discipline assez nouvelle. D'où vient cet engouement assez récent des archéologues pour cette période? En fait, les archéologues ont longtemps eu beaucoup d'a priori sur les vestiges de la Grande Guerre. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'était censé avoir détruit en fait, les vestiges les plus importants, à savoir les vestiges les plus anciens, qui étaient sous les champs de bataille. Donc ça gênait beaucoup pendant très longtemps. En plus, il y a beaucoup de munitions, donc c'est dangereux. Et puis, peut-être la version, enfin la chose la plus importante, c'est que les archéologues ont longtemps considéré que comme c'est récent, c'est notre patrimoine très récent, donc c'est du domaine de l'histoire, et donc c'est aux historiens de s'en occuper. En gros, on a tellement de millénaires d'occupation humaine sur notre territoire qu'on préférait travailler sur les périodes les plus anciennes et laisser les périodes récentes aux historiens. Et puis, en fait, aujourd'hui, ça fait 100 ans que la Grande Guerre a été déclarée. Et bien, en fait, par la loi, les vestiges de la Grande Guerre sont tombés dans le domaine de l'archéologie puisqu'ils ont passé 100 ans. Vous avez participé à la découverte, on va dire, de la sépulture d'Alain Fournier. C'était en 1991. Est-ce qu'on peut parler d'acte fondateur de l'archéologie de la Grande Guerre? Tout à fait. C'était en fait la première prescription de l'État sur une sépulture de la Grande Guerre. En gros, c'est la première fois que l'État a ordonné à des archéologues de procéder à une fouille, une exhumation de soldats de la Grande Guerre. Et donc, c'est vraiment la pierre angulaire de cette nouvelle discipline, à savoir l'archéologie de la Grande Guerre. À l'époque, le ministre de la Culture s'était emparé, on va dire, de l'affaire et avait appuyé le projet. Est-ce que ça a changé quelque chose concrètement? Disons que ça n'a rien changé au niveau budgétaire, on va dire, au niveau des moyens qu'on nous a donnés. Par contre, ce qui est sûr, c'est que sans cet engouement du ministre de la Culture de l'époque, l'opération ne se serait jamais faite. Donc c'est vraiment grâce à lui que nous avons pu procéder à cette fouille et que cette discipline, aujourd'hui en place, a vu le jour. Concrètement, ça s'est passé dans les conditions idéales, on pourrait dire, de ce que devrait être une fouille dans ce genre de cas? Tout à fait.
Donc pour procéder à cette fouille, on était 3 personnes sur le terrain et on a eu 1 mois pour procéder au travail de terrain. Donc on a vraiment eu tous les moyens nécessaires, à savoir qu'on a pu procéder à une fouille fine avec les techniques et les méthodes habituellement mises en œuvre en archéologie. Très concrètement, par rapport à cette histoire d'Alain Fournier, est-ce que ça a apporté quelque chose de nouveau d'avoir effectué ces travaux? Mais en fait, la disparition d'Alain Fournier était sujette à de multiples controverses. Il y avait beaucoup de rumeurs qui dataient déjà de l'époque de la Grande Guerre, puisque il a été porté disparu en septembre 1914. Et donc on est encore au début de la guerre, et donc la propagande, la désinformation joue à plein, puisqu'on est persuadé que la guerre va durer que 3 mois, et donc il faut faire vite. Et donc on charge systématiquement l'ennemi de toutes les exactions possibles et imaginables, mais donc on fait ça dans les 2 camps. Et cette disparition a été donc noyée, si je puis dire, sous de multiples rumeurs qui, 77 ans après, puisqu'on les a retrouvés 77 ans après leur disparition, étaient en cours. Et donc, il n'y a que l'archéologie qui a pu, effectivement, apporter les preuves concrètes de cette disparition. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'était réellement passé? Concrètement, c'était une sorte d'enquête policière, un cold case, comme on dit? Oui, en fait, ça a mêlé plusieurs disciplines, puisque, donc, bien sûr, il y avait l'archéologue sur place, les méthodes et les techniques de l'archéologie, mais aussi une recherche anthropologique et également une recherche historique. Et donc tout ça s'est mêlé pour faire effectivement, on est tombé sur, on pourrait appeler, parce qu'on me le dit souvent, c'est presque un polar en fait. Donc avec effectivement une disparition, une recherche, une étude, une enquête et les résultats qui apportent la preuve effectivement de ce qui s'est réellement passé. Merci beaucoup Frédéric. Je vous remercie. Pour mener à bien leurs recherches, les archéologues travaillent en partenariat avec plusieurs spécialistes. Spécialistes des métaux, des animaux, du bâti, des insectes ou des dents. Rencontre avec l'un d'entre eux, le docteur Bruno Frémont, urgentiste et médecin légiste à Verdun. Il intervient régulièrement lorsque des restes de combattants sont retrouvés sur le champ de bataille. Docteur Frémont, j'aimerais que vous m'expliquiez quel est le rôle d'un médecin légiste comme vous lorsqu'on fait des découvertes de soldats de la guerre de 14-18 sur le champ de bataille. Moi, j'interviens à la demande des gendarmes sous couvert du procureur. La première phase reste judiciaire, c'est une découverte des ossements. Ce sont un ou des cadavres. Et donc, tant que la part des choses n'est pas faite, la première phase reste judiciaire. Qu'est-ce qu'on attend de vous comme information ? Eh bien, la première chose, d'abord, est-ce que ce sont des ossements humains ou est-ce que ce sont des ossements d'animaux? Dernièrement, par exemple, on a trouvé beaucoup d'ossements dans un bunker. Ils étaient tous d'origine animale. Donc, évidemment, les choses ne sont pas les mêmes. S'ils sont des ossements humains, y a-t-il un cadavre? Y en a-t-il plusieurs? Dans quelles circonstances sont morts? Et surtout, de quand datent ces ossements? Car au bout d'un certain temps, même si l'action était criminelle, il y aurait prescription. Est-ce qu'on peut imaginer un scénario de polar, quelqu'un qui aurait profité du champ de bataille pour cacher un cadavre? C'est la hantise du procureur. On est dans une région où il y a un certain nombre de criminels qui sont passés, notamment Fourniret, qui a séjourné à Verdun. C'est toujours quelque chose de possible. C'est pour ça que cette phase est incompressible et que souvent nous sommes les premiers à intervenir. On vient d'entendre Frédéric Adam, avec qui vous travaillez régulièrement. Justement, qu'est-ce que vous apportez? Quelle est la complémentarité, on pourrait dire, de vos travaux respectifs? La formation n'est pas la même. Il y a des choses qui sont communes et d'autres qui ne le sont pas. Et donc je pense effectivement nous sommes complémentaires et que chacun apporte à l'autre le fruit de son expérience personnelle et de sa formation. Par exemple, le médecin va s'attacher beaucoup plus à déterminer les causes de la mort. C'est ce pourquoi il est mandaté. Bon, il y a des choses qui sont communes. L'identification, ça fait partie des choses aussi qui sont communes entre l'archéologie et la médecine légale. Mais les causes de la mort, ça reste du domaine du médecin. Alors justement, il y a quelques mois de cela maintenant, il y a eu cette découverte de 26 soldats sur le territoire, enfin sur le champ de bataille de Verdun, à Fleury-de-Vendôme. Vous êtes intervenu. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que vous avez apporté dans ce cas précis? Oui, en qualité de médecin, j'ai tout de suite compris de quoi il s'agissait, puisque l'ensemble de ces cadavres ont été retrouvés sur une très petite surface, 6 mètres carrés.
Donc pour trouver un aussi grand nombre de cadavres sur une aussi petite surface, ils ne pouvaient qu'avoir été mis là, et comme ils étaient les uns sur les autres, on était certainement dans une morgue provisoire à proximité d'un poste de secours. Un médecin urgentiste, un médecin de catastrophe, de guerre, sait comment ça se passe. Il faut que on s'occupe des vivants, et les morts, on n'a pas trop le temps de s'en occuper, ils sont stockés. Et donc on se trouvait vraiment sur un site d'une morgue. Vous êtes intervenu, donc l'essentiel du travail a été de voir l'état des ossements. Quelles informations vous avez pu recueillir justement qui ont permis de tirer des conclusions ? Eh bien, déjà le nombre de cadavres, en comptant les têtes fémorales, puisque c'est un os assez particulier. Il y avait 26 têtes fémorales droites, donc il y avait au moins 26 cadavres. Et parmi les 26, il y avait une dizaine qui étaient en entier. Et parmi les 10, 7 qui ont pu être identifiés grâce à leurs plaques militaires. Les informations qui ont pu être tirées aussi, c'est les blessures qu'ils comportaient. Parce qu'il y avait des blessures à la fois par éclat d'obus, par balle, on avait un tibia qui était perforé par une balle, et aussi par shrapnel. C'était le cas du soldat corse, qui était le seul à avoir des shrapnels qu'il avait blessés. Merci, docteur Frémont. Moi, ce que je retiens, en tout cas, c'est que le médecin légiste intervient pour déterminer les causes de la mort. L'archéologue, anthropologue, intervient, lui, pour savoir dans quelles circonstances ces soldats ont vécu. Tous permettent d'humaniser un peu plus ces soldats portés disparus il y a près d'un siècle. Nous avons quitté les lignes allemandes pour se retrouver côté français dans cette chambre des officiers où Yann Prouillet nous a rejoint. Bonjour Yann. Bonjour Laurent. Certains vous connaissent en tant qu'éditeur spécialisé dans l'histoire à travers votre maison d'édition Edisto, mais peu connaissent votre passé de gendarme, officier de police judiciaire. Une expérience qui vous a permis de mettre en place une cellule d'intervention dans les Vosges lorsqu'on découvre des soldats de la Grande Guerre. D'où est venue cette idée, cette initiative ? Très souvent, l'officier de police judiciaire, qui est le maire, est appelé à intervenir en effet sur des découvertes de soldats. Or, on n'a pas toujours la possibilité de certifier. Et donc, cette découverte. Et donc, mettre en place une cellule d'hommes de l'art qui permette de renseigner l'autorité judiciaire sur la véracité et l'indubitabilité de la découverte d'un soldat par l'étude justement des circonstances de sa mort, du matériau et aussi par la possibilité éventuellement d'aller jusqu'à l'identification individuelle du corps de ce soldat permet de répondre et de donner tous les éléments à l'autorité de justice afin de se forger une idée incontournable sur cette découverte. Pour bien travailler, il faut faire comme si c'était une scène de crime. C'est tout à fait une scène de crime, parce qu'en fait, c'est un crime de toute façon. La guerre est un vaste crime. Et surtout, il faut pouvoir collecter sur place, par des opérations en amont archéologiques et après par des analyses du corps et des restes que nous pouvons découvrir, collecter le maximum d'informations sur la dépouille et sur les circonstances de sa mort, pour tenter de redonner cette identité. Le but de cette affaire est d'abord de renseigner l'autorité judiciaire, mais surtout de collecter tout ce matériau afin que, si nous avons pu l'obtenir, nous puissions l'identifier. À défaut, et notamment c'est souvent le cas des fouilleurs et des détectoristes qui viennent altérer, entre guillemets, ces données importantes, on risque de le tuer une deuxième fois. Alors, concernant la méthodologie, on a eu un exemple récent qu'on a déjà évoqué dans cette émission, c'est la découverte des soldats à Fleury, devant Douaumont. Vous dites c'est un contre-exemple finalement. Alors, à Fleury, en effet, le process que je viens d'indiquer n'a pas été correctement mis en place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'opération archéologique qui aurait permis, entre guillemets, de faire un tri dans ce qu'on appelle une sépulture multiple, ou en tout cas une fosse commune. Et donc, de fait, des matériaux ou des informations importantes ont pu échapper, en effet, aux collecteurs d'informations. Et ces informations, elles ont peut-être manqué pour l'identification. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des souvenirs de la Grande Guerre. Ce sont des ennemis quelque part. Quand on fait ce type de recherche, ce recherche de l'histoire, de l'identité de ces soldats. Ce dont les détectoristes ont parfois peu conscience, c'est justement que par leur action simplement de collecte d'objets qui parfois se terminent sur des sites marchands, disparaît également parfois l'identité
du soldat. Et c'est là en effet que, moralement, entre guillemets, c'est la partie la plus importante, outre la violation de sépulture et l'atteinte à l'intégrité d'un cadavre, qui est déjà un délit puni de 3 ans d'emprisonnement, possiblement, eh bien, c'est surtout la perte d'identité, le fait d'assassiner ce soldat une seconde fois, non pas de l'assassiner parce qu'il est mort, mais d'assassiner l'identité qu'on pourrait lui redonner s'il n'y avait pas ces processus un peu interdits. Michael, vous êtes historien, vous vous êtes intéressé plus particulièrement aux traces laissées par les combattants dans les différents ouvrages, que ce soit de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait. Vous avez consacré votre doctorat et puis différents ouvrages à ce thème-là. D'habitude, on dit les historiens, c'est ceux qui vont dans les archives, les archéologues, c'est ceux qui vont sur le terrain. Est-ce que cette distinction a encore lieu d'être aujourd'hui ? Ah non, il faut que les historiens aient sur le terrain. Déjà, il y a eu un premier glissement il y a une trentaine d'années où les historiens ont cessé de n'utiliser que les archives manuscrites pour s'intéresser aux sources orales, les mémoires vives, donc les témoignages. Et aujourd'hui, on va au-delà, puisque nous avons de moins en moins de témoins pour pouvoir travailler. Il n'y a plus de témoins de la Grande Guerre quasiment, il n'y a plus de témoins de la Seconde Guerre mondiale. Donc, eh bien voilà, il y a cette nouvelle possibilité d'aller sur le terrain et de faire, une fois encore, parler une nouvelle catégorie de sources. Pour vos travaux, vous êtes allé beaucoup sur le terrain, sans cesse, aller voir des ouvrages français, allemands. Oui. Qu'est-ce que ça apporte concrètement ? C'est un bouleversement, c'est un changement déjà. Quitter le terrain des archives pour aller sur le terrain, ce que ça nous apporte, c'est une autre parole des anciens combattants, directe sur les parois. Ils ont laissé des messages, ils ont laissé des façons de s'exprimer, leur façon de voir le conflit. Et évidemment, ça nous en apporte beaucoup. À partir du moment où nous savons interpréter tout cela, ça nous apporte énormément d'informations, notamment sur non plus la masse d'hommes qui font la guerre, mais sur les individus qui la font. Quelque part, parce qu'il n'y a pas des traces pour tout, il n'y a pas de manuel sur comment on vit sur le champ de bataille, quelque part. Alors, il faut vraiment se créer une méthodologie de travail pour aller sur le terrain, savoir comment aborder une iconographie. On n'aborde pas de la même manière un graffiti qu'une peinture murale ou une gravure. Travaux de prise de dimension, de prise de vue, de relevé. Et effectivement, nous sommes obligés de nous intéresser aux travaux de nos collègues archéologues, voir comment est-ce qu'ils travaillent pour bien voir un petit peu comment interpréter cette iconographie. Mais il y a effectivement au départ une méthodologie qui reste pour nous encore à définir. Les historiens ont aussi changé de regard sur cette période ? Alors les historiens ont changé de regard dans le sens où il y a encore une trentaine d'années, nous étions dans l'histoire bataille, l'histoire politique, l'histoire diplomatique. Aujourd'hui, nous sommes dans l'histoire des sensibilités, des individus. Donc il y a vraiment un glissement sur le champ de l'histoire culturelle qui aujourd'hui est prédominante. Et effectivement, dans cette histoire culturelle, nous devons travailler absolument sur le terrain. Et les archéologues, qu'est-ce qu'ils vous apportent ? Les archéologues nous apportent leur méthode de travail, c'est-à-dire que les historiens sont plus habitués à interviewer maintenant des témoins, naturellement l'utilisation aussi des archives classiques, des archives manuscrites, mais aller sur le terrain, jusque maintenant, les historiens ne savaient pas vraiment le faire. Aller sur le terrain, avoir la démarche simplement d'aller sur le terrain et d'y trouver un intérêt. C'est ça que nous apportent vraiment les archéologues. C'est cette approche-là. Eux, ce sont vraiment les spécialistes de l'histoire, de l'approche du terrain. Ils ont vraiment des techniques, des méthodes de travail qui nous sont vraiment nécessaires. Et naturellement, avec des échanges, tous les historiens ne vont pas sur le terrain et donc vont avoir recours au savoir-faire direct des archéologues et inversement. Donc le rat de bibliothèque, l'historien rat de bibliothèque, c'est fini. C'est pas fini parce qu'il y a beaucoup d'historiens qui continuent sur le champ de l'histoire politique, diplomatique, des combats, etc. Mais effectivement, il y a une frange un peu plus jeune qui maintenant arrive à soutenir des thèses, des maîtrises, etc. et qui commence effectivement tout doucement à s'intéresser à l'histoire de terrain et les lignes commencent à bouger tout doucement. Mais c'est fondamental, c'est l'avenir pour nous. C'est vraiment l'avenir. Merci Michael. Depuis une vingtaine d'années, la Grande Guerre est de plus en plus approchée par l'angle de l'humain. Les archéologues y apportent leur pierre et devraient continuer de le faire. Selon certaines sources, 260 000 soldats français seraient portés disparus entre 1914 et 1918. Avant de terminer, j'aimerais vous proposer une sélection d'ouvrages qui nous ont aidés à préparer cette émission. À l'Est du Nouveau, le catalogue de l'exposition présentée actuellement à Strasbourg sur l'archéologie de la Grande Guerre en Alsace et en Lorraine, un ouvrage particulièrement complet.
Vestiges des guerres en Lorraine, sous la direction de Stéphanie Jacquemot et Jean-Paul Legendre, un ouvrage grand public qui aborde les traces laissées par les deux conflits dans la région. Archéologie de la Grande Guerre, signé entre autres par Yves Desfossés, un des grands noms de la discipline, un ouvrage grand public. A noter enfin que le livre de Frédéric Adam sur la découverte de la sépulture d'Alain Fournier et ses compagnons d'armes devrait être réédité très prochainement. Ainsi s'achève cette édition spéciale de La Voix est libre depuis le site de Vauquois, un site qui sera à l'honneur en 2015 dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre. Très bonne journée à toutes et à tous.